votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Islande et je donne la parole à son Excellence, le cher Khalid bin Ahmed bin Mohamed Al Khalifa, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Bahreïn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, d'emblée, je dois dire que j'ai grand plaisir à vous féliciter chaleureusement, ainsi que votre pays ami, le Royaume du Danemark, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous souhaite le plus grand succès à la tête des travaux de l'Assemblée générale et pour encourager et renforcer le rôle que joue l'Assemblée pour répondre aux défis que connaît le monde aujourd'hui, ainsi que toute la communauté internationale. Je souhaite également remercier votre prédécesseur, Sam Kutesa, pour tous les efforts qu'il a déployés à la tête de la dernière session de l'Assemblée générale. Nous le remercions de toutes les initiatives qu'il a prises afin de réaliser nos objectifs communs. Par ailleurs, je souhaite exprimer ma reconnaissance sincère à son Excellence, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, qui n'a épargné aucun effort pour améliorer l'efficacité de l'organisation face à des problèmes de plus en plus complexes et à des crises de plus en plus graves dans le monde. Je le félicite pour son rapport annuel sur les travaux de l'organisation et pour les mesures qu'il a prises afin de relever les nombreux défis portant sur des questions telles que le développement durable, les changements climatiques et les conflits qui ont provoqué de grandes catastrophes humanitaires. Et il a aussi fait face à la crise des réfugiés. Mais il ne faut pas oublier la pauvreté et la faim dans beaucoup de pays en développement. Monsieur le Président, je souhaiterais exprimer mes condoléances sincères et je me soumets à la volonté d'Allah, aux gardiens des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, et à la nation musulmane dans son ensemble à la suite de la bousculade tragique qui s'est produite pendant le Hajj de cette année il y a quelques jours. Nous apprécions fortement le rôle historique qu'a joué le Royaume frère d'Arabie Saoudite ainsi que les efforts qu'il a déployés en tant que gardien de cette terre sainte et que serviteur des invités de ce lieu saint sacré. Il a consacré tous les moyens nécessaires à l'organisation du Hajj et de l'Umrah avec tous les rites que cela implique. Tous ceux qui ignorent ce fait ignorent aussi la portée des responsabilités dont s'acquitte avec tant de capacité le Royaume frère d'Arabie saoudite. Nous déplorons les fausses allégations du président Hassan Rouhani de la République islamique d'Iran dans sa déclaration à l'Assemblée générale et nous rejetons tout dénigrement de ces efforts. Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations unies, il y a quelques jours à peine, a adopté une mesure importante pour assurer le bien-être de l'humanité. En effet, la communauté internationale a approuvé le programme de développement durable pour l'après-2015. Nous avons beaucoup tenu à participer à ce processus conformément à notre appui à l'action des Nations unies, à la poursuite des objectifs de développement. Nous poursuivons ainsi le rôle du Royaume du Bahreïn qui a pu obtenir des résultats remarquables, comme le montrent des rapports internationaux, et ce, dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'autonomisation des jeunes, l'allègement de la pauvreté, l'alphabétisation et le renforcement des droits de l'homme. Le Bahreïn est classé dans l'indice de développement humain des Nations unies parmi les pays où le niveau de développement humain est très élevé. Nous avons connu 5% de croissance depuis 5 ans grâce au processus de réforme de Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al Khalifa, roi du Royaume de Bahreïn,
il s'agit évidemment également de son vif intérêt. Il veut répondre aux aspirations du peuple du Royaume du Bahreïn dans tous les aspects politiques, économiques et sociaux. Nous allons persévérer dans nos efforts de développement. Nous allons mettre au point des plans et des programmes pour assurer la mise en œuvre du programme de développement pour l'après 2015. Nous ferons des efforts aussi pour améliorer les objectifs de développement en question. Et c'est pour cela que mon pays va accueillir la conférence ministérielle arabe sur la mise en œuvre du programme dans les pays arabes du 6 au 7 décembre. Il s'agit de la première conférence régionale qui se tiendra dans le monde à la suite de l'adoption du programme pour l'après 2015. Le monde est le témoin du succès et de l'excellence du Royaume du Bahreïn dans le domaine du développement durable. En effet, l'Union internationale des communications a confirmé les TIC en faveur, a accordé le prix des TIC à l'appui du développement durable. Ce prix a été accordé à son Altesse le prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, Premier ministre du Royaume du Bahreïn. Et ceci a été fait ici à New York. C'est ainsi que l'on a confirmé l'estime dans laquelle on tient le Royaume et son Altesse royale. Je reprends la liste des prix qui lui ont été accordés récemment. Étant donné que l'environnement est l'une des 3 dimensions du développement durable, nous voulons signaler à quel point la solidarité et l'action conjointe comptent pour relever les grands défis que représentent les changements climatiques. Nous attendons la conférence des parties qui se tiendra plus tard cette année à Paris et nous espérons qu'elle en parviendra à un accord contraignant et ambitieux pour faire face à ce phénomène et à ses répercussions, notamment dans les petits États insulaires en développement. La présente session, Monsieur le Président, coïncide avec le 70e anniversaire des Nations Unies, organisation que nous chérissons tous, dont nous apprécions tous le rôle et qui est absolument indispensable pour nous. Nous nous efforcerons sans relâche de réaliser ces objectifs, notamment à la vue des tragédies et des épreuves que connaît l'humanité depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le prix à payer en vie humaine est énorme. Tant de personnes ont été déplacées, grand nombre de monuments culturels ont été anéantis dans beaucoup de parties du monde. Tout ceci doit nous pousser à rester fermement unis, à coopérer et à être transparents les uns avec les autres, afin d'empêcher que se répètent les tragédies du passé. Chacun sait que ces nobles objectifs humains n'ont pas été pleinement réalisés. Pourtant, nous maintenons toujours l'espoir de les réaliser pour tourner une page douloureuse et cruelle et annoncer l'avènement d'une nouvelle époque sans guerre. Notre région a connu sa part de guerre. Nous avons connu guerre sur guerre, même si les types de guerre étaient différents et les objectifs également. Mais quoi qu'il en soit, toutes les guerres ont été destructrices. Nous avons vu des affrontements avec l'occupant. Nous avons vu l'opposition face à l'ingérence étrangère qui voulait imposer l'hégémonie et saper la souveraineté nationale. Nous avons vu aussi des groupes extrémistes et des organisations qui ont été financés, ce qui a remis en question des acquis nationaux et a détruit un patrimoine culturel en anéantissant des identités nationales. Faire face à ces défis n'est guère facile. Le chemin n'est pas tapissé de fleurs. Il s'agit d'un chemin long et ardu qui appelle un travail sans interruption, des efforts persistants et un affrontement collectif des difficultés. Il faut mentionner notamment le mépris par certains, tels que l'Iran dans le cas de mon pays, du principe de la non-ingérence dans les affaires internes et du bon voisinage et l'exploitation de groupes extrémistes, l'accord de paradis sûr à des fugitifs et l'ouverture de camps d'entraînement pour les groupes terroristes, la contrebande d'armes et d'explosifs, comme cela est arrivé dans mon pays. Là, des citoyens et des expatriés et le personnel de sécurité les ont protégés et la nation dans son ensemble a été la cible d'actes meurtriers et criminels qui ont pris 16 vies
auprès du personnel de sécurité en en blessant 3000. Ces actes criminels dangereux vont encore plus loin. Il y a à peine 2 jours, les autorités de sécurité du Royaume du Bahreïn ont découvert une cache de bombes à fabriquer localement au cœur d'une zone densément peuplée, y compris de quantités importantes, à hauteur de 1,5 tonnes de matériaux fortement explosifs qui est destiné à la fabrication d'explosifs tels que le C4, le RDX et le TNT, y compris d'autres substances chimiques explosives et un certain nombre d'engins explosifs prêts à être utilisés, des armes automatiques, d'autres types d'armes, des grenades à main et une certaine quantité de munitions et d'équipements sans fil. C'est pourquoi j'aimerais dire que le Royaume du Bahreïn, un certain nombre de pays frères de la région ont tenté de différentes façons d'inviter l'Iran à rechercher des relations de bon voisinage, en tout cas normales, fondées sur le respect de la souveraineté et de l'indépendance des nations et sur la non-ingérence dans les affaires internes des autres nations. La sécurité et la stabilité d'un État ne sauraient être obtenue aux dépens de la sécurité et de la stabilité d'autres États. L'Iran serait bien avisé de ne pas gaspiller ses ressources ou les ressources de son peuple pour encourager ses intérêts acquis, mais plutôt pour réaliser le développement et le progrès et pour établir des ponts avec ses voisins pour que tous puissent vivre ensemble dans un climat de paix. Néanmoins, l'Iran a répondu avec le mal et nous n'avons pas eu d'autre choix que de rappeler l'ambassadeur du Royaume auprès de l'Iran et déclarer le chargé d'affaires de l'ambassade iranienne persona non grata. Ceci dans le contexte des mesures prises par le Royaume pour protéger son peuple et ses intérêts. Monsieur le Président, le Royaume du Bahreïn et les pays frères du Conseil de coopération du Golfe n'ont pas hésité à soutenir le Yémen en réponse à une demande de son Excellence le président Abd Rabbu Mansour Hadi, président de la République du Yémen, afin d'aider le peuple frère du Yémen face aux groupes rebelles qui profitent du soutien de l'Iran. Ces groupes ont tourné le dos aux engagements qu'ils avaient pris et ont porté la main sur les institutions de l'État. Notre objectif était également de diminuer la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire. La position adoptée par le CCG, le Conseil de coopération du Golfe, à l'appui du Yémen, est une question de principe et une position de longue date qui émane de notre conviction que la sécurité et la stabilité du Yémen constituent une partie intégrante non seulement de la sécurité de la péninsule d'Arabie, mais également de toute la région. C'est pourquoi l'affrontement militaire est devenu était inévitable. Nous n'avons pas eu d'autre choix. Tous les chemins étaient bloqués parce que les groupes rebelles étaient trop obstinés et ils avaient des concepts belligérants pour le peuple du Yémen et de toute la région. Je reparaphrase mon frère, feu le prince Saoud al-Faisal, qu'il repose en paix. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais lorsque les tambours de la guerre résonnent, nous serons prêts à faire ce que nous devons faire. Ceci donne au pays du Conseil la possibilité de dire que nous avons toujours été des défenseurs de la paix et pas de la guerre. Nous sommes fermes dans notre marche vers la réalisation des aspirations du peuple yéménite et nous demeurerons fidèles à notre position jusqu'à ce que ceux qui ont pris les armes les déposent, que ceux qui ont renversé le gouvernement légitime renoncent à leur cupidité et mettent un terme à l'occupation des institutions de l'État. Et à ceux qui ont rompu le pacte pour qu'ils agissent à nouveau de façon sensée. Ce n'est qu'à ce moment-là que la situation pourrait être propice pour rassembler toutes les factions du peuple yéménite en passant par un dialogue national constructif sur la base de l'initiative du CCG et son mécanisme de mise en œuvre, ainsi que du résultat du dialogue national global et de la conférence de Riyad, ainsi que grâce à
mise en œuvre inconditionnelle de la résolution 2216 du Conseil de sécurité qui offre la base d'un règlement de la crise au Yémen. Nous apprécions les efforts déployés par les Nations unies à cet égard. Si nous apprécions les efforts humanitaires des Nations unies en faveur du Yémen et du peuple yéménite, ainsi que le rôle remarquable qu'a joué le roi Salman en matière et le centre humanitaire de secours du roi Salman au Yémen, en liaison avec le CCG et d'autres pays amis, nous demandons instamment à la communauté internationale d'intensifier son assistance et d'alléger les souffrances du peuple yéménite. Monsieur le Président, nous regrettons que beaucoup d'États soient devenus une pépinière de groupes terroristes et d'organisations terroristes et de leur élargissement sous le couvert de différentes affiliations sectaires et religieuses. Mais le seul objectif est de développer leur propre programme qui consiste à contrôler les nations et à anéantir la volonté des peuples. L'expérience syrienne est un exemple vivant de la question. Le pays est devenu une scène d'affrontement entre des organisations terroristes telles que Daesh, Hezbollah, l'EI et d'autres, ce qui aboutira à la destruction d'une ancienne civilisation et de sites, notamment millénaires du pays. La Syrie progresse sur ce chemin très piégeux, et nous demandons la fin de cette situation, le retour de ce pays frère à sa condition préalable, à savoir unité, harmonie, sécurité et stabilité. Il faut mettre fin à la situation. L'intervention militaire étrangère doit cesser et un règlement politique accepté à l'unanimité, compatible avec le communiqué de la conférence de Genève, doit être réalisé. La référence à la Syrie nous pousse automatiquement à parler de la crise humanitaire. Et c'est pourquoi nous demandons à tous les États membres de prendre des mesures claires et nettes pour répondre à la crise. Je pense à la crise des réfugiés et des personnes déplacées syriennes. La crise représente la pire ramification de la situation actuelle en Syrie et est considérée comme une catastrophe humanitaire majeure sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les États membres du CCG n'ont pas baissé les bras face à cette situation tragique et ils ont pris des mesures humanitaires pratiques et globales en accueillant 3 millions de frères et de sœurs syriens, en leur accordant des permis de séjour avec tous les droits que cela entraîne. Par exemple, éducation gratuite, soins de santé gratuits et droit à l'emploi et également une vie décente. À cet égard, nous apprécions la grande contribution du Royaume hachémite de Jordanie qui offre aux Syriens des soins de santé ainsi que la possibilité de mener des vies décentes. Nous demandons également que des efforts concertés soient faits à l'appui de la Jordanie afin de partager la responsabilité très vaste que connaît le pays actuellement. Il ne faut pas oublier les efforts considérables déployés par l'Égypte, le Liban et la Turquie qui partagent cette tâche humanitaire avec les autres. Dans cette situation, le pays frère de l'Irak est un autre exemple. Nous espérons que d'autres efforts seront exercés par le Premier ministre de l'Irak au service du peuple irakien. Nous espérons qu'il saura faire face aux défis que connaît le pays. Nous demandons également que l'on assure la protection de l'intégrité territoriale de l'Irak. Nous demandons un terme aux interventions étrangères, notamment de la part de l'Iran. Nous demandons la préservation de la stabilité de l'Irak. Nous demandons une guerre contre les des groupes terroristes tels que Daesh et d'autres milices armées qui trouvent actuellement en Irak des conditions favorables pour assurer leur existence. La Libye n'est pas protégée non plus contre la menace des groupes terroristes et la situation s'est détériorée dans le pays, comme nous le savons tous. On ne saurait sortir de cette situation autrement que par l'engagement de toutes les parties vis-à-vis d'une solution à la crise de la Libye qui doit être plus importante que les intérêts, qui doit être notamment vis-à-vis des intérêts de la nation. Il faut restaurer ainsi la sécurité, la stabilité et l'unité de cette nation. Nous félicitons du texte du cadre cherchant à créer un gouvernement d'accord national afin de mettre un terme
à la lutte. Nous voulons arrêter les actes terroristes Daesh qui sont actuellement sans précédent et constituent des crimes contre l'humanité. Mais ceci ne pourra être fait que si un effort collectif est fait à tous les niveaux, y compris pour ce qui est au niveau des sources de financement. Nous, conformément à notre engagement, nous voulons lutter contre cette menace qui compromet la sécurité et la sûreté de nos pays et même notre humanité partagée. Le Royaume du Bahreïn, en collaboration avec les pays de la région et l'appui de nos alliés, œuvrera en vue de la défaite de cette menace. Nous avons ainsi participé à la coalition internationale pour combattre le Daesh de façon militaire, logistique, intellectuelle et dans le domaine des communications. Dans ce contexte, le Royaume du Bahreïn a accueilli l'année dernière la réunion internationale de lutte contre le financement du terrorisme. En novembre, nous allons accueillir une conférence sur la protection des institutions de la société civile pour les mettre à l'abri de leur exploitation pour acheminer des sources financières aux terroristes. Nous allons également organiser dans un avenir proche une conférence sur la protection contre les engins explosifs improvisés qui représentent l'arme la plus favorite des groupes terroristes dans le monde. Ce qui se passe aujourd'hui à Al-Quds al-Sharif est une offense pour les sentiments de tous les musulmans du monde, alors qu'ils constatent les violences commises par les autorités israéliennes d'occupation et des groupes extrémistes contre la sainteté de la mosquée d'Al-Aqsa, mosquée sainte. Ces actes illégaux et inhumains pourraient entraîner la destruction de toute possibilité de paix et créer au contraire une atmosphère propice à de plus grandes tensions, à la violence, à l'extrémisme et à la haine. Tout cela ne contribue pas à l'édification de relations humaines et de ponts de respect mutuel défendus pourtant par toutes les religions. Ces actes ne contribuent pas non plus à la construction de sociétés pacifiques en préservant la dignité et la culture de la coexistence pacifique. J'aimerais citer le président égyptien Anwar al-Sadat auprès de la Knesset israélienne. Personne ne peut bâtir son bonheur aux dépens de la souffrance des autres. Fin de citation. Pour réaliser ce bonheur, il faut d'abord que les droits légitimes du peuple palestinien soient accordés, et ce en établissant un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale dans les frontières du 4 juin 1967. Il faut mettre un terme à l'occupation, de même qu'aux parties coercitives et qu'à la construction d'implantations. Le droit des Palestiniens à retourner dans leurs villes et villages est compatible avec les résolutions internationales pertinentes, la solution des deux États et l'initiative de paix arabe. Et il faut le reconnaître. À cet égard, nous félicitons du fait que le drapeau palestinien a été hissé dans les locaux des Nations Unies. C'est un premier pas très symbolique en faveur du soutien international pour le droit de l'État palestinien à être membre à part entière des Nations Unies. Nous attendons ce résultat dans un avenir proche. Monsieur le Président, nous souhaitons réaffirmer l'importance de l'accord entre l'Iran et le groupe 5+1 portant sur le programme nucléaire iranien. Nous espérons qu'il contribuera à la sécurité et à la stabilité de la région. Néanmoins, nous croyons que l'accord n'élimine pas toutes les sources de tension résultant de l'attitude de l'Iran vis-à-vis des pays de la région. Il couvre certaines questions qui pourront se présenter à l'avenir, mais n'aborde pas les véritables problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Parce que l'Iran va tenter de déstabiliser la région et sa sécurité en fournissant un appui à des organisations terroristes, en faisant de la contrebande d'armes et d'explosifs, comme je l'ai déjà expliqué. L'Iran persiste également à empiéter ou à s'ingérer ouvertement des affaires internes de nos États. Il occupe les 3 îles appartenant aux Émirats arabes unis, à savoir Abu Moussa et le Tamb inférieur et supérieur, et refuse de mettre un terme à cette occupation. Dans ce contexte, nous réaffirmons l'importance d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, y compris dans la région du Golfe arabe, ainsi que la nécessité qu'Israël adhère au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et place ses installations nucléaires sous les garanties globales de la IEA. Je souhaiterais exprimer mes regrets parce que la conférence de révision de 2015 des parties au traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui s'est tenue récemment à New York, n'est pas parvenue à un accord. Monsieur le Président, le Royaume du Bahreïn réaffirme son plein appui à la République arabe d'Égypte et aux efforts inlassables
de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi afin de réaliser le développement, d'assurer le progrès et la prospérité pour le peuple égyptien en consolidant les fondations d'un État moderne. S'est engagé également à lutter contre le terrorisme. L'édification du nouveau canal de Suez et d'autres grands projets décidés pendant la conférence de Sharm el-Sheikh à l'appui de l'économie égyptienne montrent clairement leur détermination à renforcer un véritable développement pour que l'Égypte, terre de civilisation, demeure une source de sécurité et de prospérité pour tous et un pilier du monde arabe. Et pour que l'Égypte continue de jouer son rôle de chef de file dans nos efforts arabes communs pour défendre notre cause et notre sécurité nationale. Par ailleurs, nous souhaitons signaler et répéter notre position de principe qui n'a pas changé vis-à-vis de la question du Sahara marocain. Nous manifestons notre appui à l'intégrité territoriale du Maroc et aux efforts des Nations unies afin de trouver un règlement politique négocié, accepté par toutes les parties, sur la base de l'initiative d'autonomie du Maroc. Monsieur le Président, face à ces énormes défis pour la sécurité et la stabilité à long terme de notre région, nous devons plus que jamais auparavant réfléchir en profondeur sur la façon dont nous pouvons créer un mécanisme d'action collective qui rassemblera tous les États du Moyen-Orient afin de consolider la paix et la stabilité. Nous devons en parler de la question entre nous, dans la clarté et la transparence. Nous devons parvenir à des solutions afin de créer un climat de confiance grâce à des mesures concrètes et régulières. À ce moment-là, nous pourrons préserver ce que nous avons déjà réalisé pour nos peuples et nos pays en matière de construction, de développement global et d'entente mutuelle ainsi que de coopération. Ceci préservera la souveraineté de nos pays et leur intégrité territoriale et garantira la non-ingérence dans leurs affaires internes. Cela permettra également de meilleures relations fondées sur le respect mutuel et le principe du bon voisinage et du non-recours aux menaces de la force. Pour tout cela, nous allons tirer parti des caractéristiques communes, tout ce qui nous unit, y compris notre patrimoine religieux et culturel et notre diversité. Voilà qui permettra de mieux gérer nos ressources collectives afin de réaliser la sécurité alimentaire et en matière d'eau, de bâtir une paix réelle et durable pour tous et de réaliser le progrès économique et dans le contexte de la coexistence pacifique. J'aimerais en conclusion dire que les réalisations du Royaume du Bahreïn qui sont succédées confirment notre confiance vis-à-vis de notre démarche. Nous persistons dans notre politique qui consiste à améliorer sans cesse la situation tout en renforçant la sécurité de notre pays en préservant notre identité. Nous nous défendons d'une main et nous bâtissons avec l'autre main. Et tout cela dans le contexte d'un État moderne fondé sur la justice, l'État de droit, la pluralité, la participation populaire dans le processus de prise de décision sans aucune exclusion et sans discrimination. Nos relations étrangères sont tout à fait ouvertes et se fondent sur des fondations et des principes solides, notamment le respect de la charte, de l'organisation, des efforts au niveau régional et international et des activités en coopération avec nos frères et amis pour réaliser la paix, une paix juste et durable pour tous. Je remercie son Excellence l'ambassadeur du Bahreïn pour son discours. Je voudrais maintenant donner la parole à son Excellence Madame Aurelia Flig, ministre des Affaires étrangères de Liechtenstein.